Parce qu'on va écouter le vice-président, le apprendre ou à laisser des Américains tordre le bras des Ukrainiens. En deux sons. D'abord, il va falloir que Moscou et Kiev s'entendent et décident d'un partage de territoire. Écoutons. Alors normalement, ça devrait arriver. Washington, c'est un peu loin. Les Ukrainiens et les Russes vont devoir céder une partie du territoire qu'ils possèdent actuellement. Il va falloir procéder à des échanges de territoire. Je ne dirai pas quelles sont les lignes exactes, mais nous voulons que les massacres cessent. Et la seule façon de faire cesser les massacres est que les armées déposent leurs armes, gèrent la situation et se consacrent à la construction d'une meilleure Russie et d'une meilleure Ukraine. Alors voilà. Et l'Inde, c'est encore plus loin. Donc c'est pour ça que ce Nord a mis un tout petit peu de temps à nous arriver. Voilà la situation. Maintenant, les menaces, toujours, J.D. Vance. Nous avons fait une proposition très explicite aux Russes et aux Ukrainiens, et il est temps pour eux de dire oui, ou pour les États-Unis de se retirer de ce processus. Nous nous sommes engagés dans un travail diplomatique extraordinaire sur le terrain. Nous avons vraiment essayé de comprendre les choses du point de vue des Ukrainiens et des Russes, ce à quoi les Ukrainiens tiennent le plus, ce à quoi les Russes tiennent le plus, et je pense que nous avons élaboré une proposition très équitable. Nous verrons si les Européens, les Russes et les Ukrainiens parviennent à en finir. Alors à vous regarder, j'ai l'impression que pour la proposition réfléchie et équitable, vous avez quelques doutes. On va commencer par vous, Magali. Bien sûr, parce que quand on entend ce qu'il y a dans ce plan, on comprend bien que ce n'est pas en effet un document équitable, c'est une sorte de capitulation que l'on réclame à l'Ukraine. La Russie obtient à peu près tout ce qu'elle veut, c'est-à-dire la reconnaissance par les États-Unis de son occupation de la Crimée, la reconnaissance de l'occupation de fait des oblasts qui sont revendiqués par les Russes, la levée des sanctions depuis 2014. C'était aussi ça ce qu'obtiendrait la Russie. Et en revanche, du côté ukrainien, c'est extrêmement flou. C'est-à-dire pouvoir traverser le Dniepr sans entrave, très bien. Mais c'est surtout... Ça veut dire quoi ? Les garanties de sécurité qui sont offertes à l'Ukraine, en fait, elles n'existent pas vraiment. C'est-à-dire qu'on parle des Européens, mais on ne comprend pas quel est le rôle véritable. Les Français et les Britanniques proposent une force au sol, et éventuellement. Mais il faudrait déjà avoir la garantie de la sécurité américaine pour ça, et la garantie que les Russes acceptent. Dans le document, on a l'impression qu'il n'est même pas question d'Européens, mais d'autres nationalités. Tout ça est extrêmement flou. Or, ce que voulait l'Ukraine, c'est avant tout ça aussi, des garanties de sécurité solides, et elles ne le sont pas. C'est pour ça que d'ailleurs Zelensky, pour le moment, n'envoie, que le sommet de Londres est en train de capoter. Il sera à Londres avec nos envoyés spéciaux, mais c'est même plus un sommet, c'est peau de chagrin, et il n'y a personne. On va continuer notre tour de table, parce que quand on écoute le vice-président, il y a aussi le à prendre ou à laisser. C'est ça où on quitte la table des négociations, vous vous débrouillez, c'est plus notre problème. On entendra la porte-parole de la Maison-Blanche cette nuit également, qui a dit que le président Trump, dans mes souvenirs, est fâché et lassé par ce dossier. Frustré, voilà le mot exact. Le sale deal proposé par la Maison-Blanche, une sorte de testament avant de partir. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des points complètement inacceptables qui ne seront pas acceptés par les Ukrainiens. Donc ce qui se dessine, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. S'ils se retirent, d'ailleurs c'est ce qu'a dit ce matin Volodymyr Zelensky, on entre dans une situation extrêmement dangereuse parce que ce serait quand même la fin du droit international. Ce qu'il demande notamment à l'Ukraine, autour notamment de la reconnaissance de jurés de la Crimée comme étant russe, c'est la fin du droit international. C'est le triomphe de la jungle, c'est la loi du plus fort. Donc ça promet des moments sombres, parce qu'en vrai, dans ce projet, encore une fois, inacceptable pour l'Ukraine, il n'y a rien sur les garanties de sécurité. En gros, les États-Unis ne feraient rien, sauf d'engranger des bénéfices d'un point de vue énergétique ou sur les minerais. Donc finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Donc a priori, ce plan risque d'être
d'être refusé si je ne voudrais pas m'avancer. Et après, encore une fois, c'est aux Européens de montrer de la force. Et la mauvaise nouvelle, c'est que les États-Unis ne sont plus une puissance en réalité quand ils nous disent ça. Parce qu'une puissance, c'est pas juste des tarifs et de faire du business, c'est aussi faire régner le droit international. Alors, sans dévoiler ce que pensent les Ukrainiens, on va retrouver dans un instant Marianne Kotonoff et Éric Josset, peut-être un petit élément important de l'état d'esprit de Kiev aujourd'hui par la parole de Volodymyr Zelensky. Il n'avait pas eu encore la totalité du plan américain en main, mais écoutez déjà ce qu'il disait. L'Ukraine ne reconnaît pas légalement l'occupation de la Crimée. Il n'y a rien à dire. Cela va au-delà de notre constitution. Il s'agit de notre territoire, le territoire du peuple ukrainien. Dès que nous commençons à parler de la Crimée, de nos territoires souverains, nous entrons dans un cadre voulu par la Russie, qui consiste à faire durer la guerre, parce qu'il ne sera pas possible de se mettre d'accord rapidement sur tout. Marianne, vous êtes avec nous depuis Kiev. Je salue également Éric Josset qui est à vos côtés. Sans être grand clerc, je suppose que le sentiment du président Zelensky est largement partagé autour de vous, notamment après ces dernières déclarations, on les a entendues, du vice-président américain. Ah ben la pilule est difficile à avaler, hein, c'est sûr. Là, ce que proposent en fait les Américains, c'est tout simplement une capitulation. Et ici, on nous le répète depuis que nous sommes arrivés. Ça fait 3 semaines. On a pu parler avec des civils. Nous sommes allés dans la région de Zaporijia, de Kherson, à Kiev, et partout, que ce soit civils, militaires ou même des administrateurs, nous disent c'est une ligne rouge. Déjà parce que effectivement, la Crimée n'a jamais été russe. La Crimée est occupée illégalement. Ce sont des Ukrainiens qui y vivent. Donc, si la communauté internationale reconnaît la Crimée comme russe, eh bien, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Ça veut dire que n'importe qui après pourra envahir un territoire qui n'est pas à lui et décréter que ça y est, ce territoire est à lui. Et puis aussi, il y a cette inquiétude de se dire bon, très bien, on gèle la ligne de front, les territoires occupés pour le moment restent occupés, mais qu'est-ce qui va se passer après ? Après, dans quelques années, dans quelques mois, peut-être même, eh bien, Vladimir Poutine, va dire, eh bien, ces territoires, puisqu'on les occupe, ils sont à nous. Et ça, encore une fois, c'est une ligne rouge que ne franchira pas l'Ukraine. Ils nous disent, ces territoires sont ukrainiens, ces gens sont ukrainiens. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux ? Puis même, vous le voyez bien, même au niveau d'une élection présidentielle, quelqu'un nous a dit pendant notre séjour, mais comment faire des élections présidentielles en sachant que 20% de notre territoire, eh bien, est occupé et qu'il y a des Ukrainiens qui normalement devraient voter pour l'Ukraine et qui ne pourront pas le faire. Donc ici, c'est vrai que c'est quelque chose d'inacceptable. Que ce soit pour les civils, pour les militaires, pour l'administration, c'est juste quelque chose qu'on ne pourra pas faire. Donc je serais très étonnée, évidemment, que l'Ukraine puisse adhérer à ce plan de paix, entre guillemets, parce qu'on appelle ici ça ce plan de paix russe, en fait, c'est-à-dire que les Russes occupent et puis ils imposent, en fait, leurs lois dans les pays, dans les territoires, occupés. Donc ici, c'est un niet catégorique, on ne fera pas ça. Merci Marianne, merci à Éric qui vous accompagne, ou alors on pourrait appeler ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, le plan de la capitulation. Ça fait beaucoup et on a envie de dire tout ça pour ça. Il y a l'Ukraine, il y a la Russie, il y a les Ukrainiens, il y a peut-être aussi tout simplement en évidence l'incapacité des Américains à régler un vrai problème sur la planète. Peut-être quand même un mot de prudence pour dire que les fuites dans la presse ne sont peut-être pas totalement conformes au document original. Le rôle des fuites, c'est aussi de susciter le débat, de tester des hypothèses. Donc, je dirais, la prudence diplomatique doit quand même être de rigueur. Il faut espérer que l'administration américaine a un autre document, un autre plan que celui qui a été fuité par le site Axios. Ça, c'est juste le premier élément. Deuxième élément, si les Américains, si les États-Unis de Donald Trump voulaient effectivement quitter la table, ils ne s'y prendraient pas autrement. Voilà, ils soumettraient une proposition de ce type qui susciterait la contestation des deux côtés parce qu'à un moment donné, ne serait-ce que pour la forme, Vladimir Poutine va sans doute faire savoir que ça ne lui convient pas non plus tout à fait. Et à ce moment-là, les Américains pourront dire on se retire, et on se retire à cause de qui ? Et ça, c'est ce qui, moi, depuis le début, me fait peur dans cette phase du processus. On se retire à cause des Européens qui ont incité l'Ukraine à ne pas accepter un deal parfait qu'elle aurait dû accepter. Ça, c'est le grand risque du moment. Après, sur la Crimée, franchement, n'oublions pas ce qu'a été la réaction de la communauté internationale en 2014. Quand Vladimir Poutine l'a envahi,
silence radio. Tout le monde l'a accepté. Donc aujourd'hui... Et l'administration Biden a été plutôt silencieuse sur la question. Aujourd'hui, c'est quand même un peu facile que les Ukrainiens le refusent. Ils sont absolument dans le rôle et la logique est de leur côté, et non seulement la légitimité du droit est de leur côté, mais la communauté internationale avait de facto, en 2014, acté le rattachement de la Crimée à la Russie. Ne nous trompons pas de mots et nous ne refusons pas une virginité occidentale à peu de frais. Je note d'ailleurs que dans, Thomas, le plan américain, Washington demande la levée des sanctions sur la Russie depuis 2014. C'est quand même dingue. Vous en pensez quoi, vous qui êtes allé de très nombreuses fois sur le terrain, vous connaissez bien et la Russie et également l'Ukraine. Proposer de la part des Américains l'inacceptable, c'est la meilleure façon, comme vous le disiez, de sortir du game ? Ce qui est présenté ces dernières heures, via des sources de presse, vous avez raison de le préciser, c'est un plan de paix. Qui y croit à ce plan ? Une petite indication. Ce matin, les marchés russes sont en chute libre. Ce matin, le rouble est en chute libre. Ce qui veut dire que même en Russie, on ne croit pas à ce plan de paix, on ne croit pas qu'il puisse aboutir, parce que c'est ça l'idée d'un plan de paix. D'abord, effectivement, ce sont des infos de presse. C'est peut-être un ballon d'essai, ça vous avez raison de le mentionner. Mais quand vous écoutez J.D. Vance, on l'a passé, il dit pas vraiment le contraire. Il dit la position de son administration. Et s'il y a quelque chose qui n'a pas beaucoup varié depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, c'est la position américaine sur ce que devrait être un accord de paix entre Russes et entre Ukrainiens. Les Américains ont toujours dit les Russes sont en position de force et donc cet accord de paix, si accord de paix il y avait, leur serait favorable. Deux choses qu'il faut noter. Est-ce que c'est du bluff, encore une fois, de la part de l'administration américaine et de la part de Donald Trump? Je vais paraphraser Justin Trudeau, le ex-premier ministre canadien, qui, lorsqu'on lui demandait de réagir sur les dernières déclarations de Donald Trump après son arrivée à la Maison-Blanche, a eu ce mot, c'était un jeudi, il a dit « jeudi ». Voilà, pour dire que, en fait, chaque jour, Donald Trump prend le contre-pied de ce qu'il a dit la veille. Enfin, et ça c'est la question qu'il faut qu'on se pose tous collectivement, si ce n'est pas un coup de bluff, si véritablement c'est un volte-face et que les Américains veulent imposer cet accord de paix, ou je ne sais pas comment on peut nommer ces propositions aux Ukrainiens, un, cette guerre va se poursuivre, et deux, il va falloir que l'Europe accélère encore une fois, parce que les Ukrainiens ne tiendront pas très longtemps face à l'armée russe. Alors l'Europe qui accélère peut-être, on sera tout à l'heure à Londres, il y avait un rendez-vous après celui de Paris cette semaine, c'est un échec patenté, Magali. Quelle image donnons-nous ? Il n'y a pas d'Américains, il n'y a absolument personne autour de la table, et le communiqué ce matin, tout cela se passera à un niveau subalterne. Alors, ça plus ça commence à faire beaucoup. Ce rendez-vous à Londres, c'était la suite évidemment du sommet des rencontres de Paris la semaine dernière, où là on avait vu Marco Rubio, la claque prise par les Européens, par les Américains. Mais du côté de Français, on voulait quand même y voir l'occasion de remettre les Européens autour de la table des négociations. Et c'est vrai que là, c'est une vraie douche froide, parce que Marco Rubio, Witkoff n'y sont pas. Il y a seulement le général Kellogg, j'ai envie de dire. Mais Kellogg, depuis le il était sorti du jeu, on le remet. Oui, voilà, il était déjà sur le strapontin quand même. Il n'était pas sur la photo de famille dans le bureau ovale. C'est pas le négociateur qui compte. Le vrai négociateur, c'est Witkoff de toute manière. Et Witkoff, il ne se rend pas à Londres, il se rend à Moscou cette semaine. Ce sera la 4e fois qu'il verra Vladimir Poutine. Personne n'a vu autant le président russe. Enfin, je ne sais pas, je vous pose la question. C'est pour ça qu'il y a cette... En si peu de temps, en 3 mois, voire 4 fois Poutine, c'est quand même une vraie performance. Et ça montre bien à quel point, juste les indiscrétions qui sortent dans la presse sur ce plan, on a l'impression d'un plan évidemment dicté il y a un plan de fuite par la Russie. Autant qu'un plan de paix. Mais l'idée, c'est quand même de continuer la guerre derrière. C'est-à-dire que les Russes, en proposant ça, savent très bien que c'est inacceptable pour l'Ukraine. Donc, ils vont pousser, mais les Ukrainiens vont devoir continuer, mais sans l'aide américaine. C'est ça qui leur Une petite chose très rapide qu'il faut garder à l'esprit. Demain, jeudi, à Washington, doit être signé l'accord sur les terres rares entre les États-Unis et l'Ukraine. Voilà. Une fois qu'on a dit ça et qu'on observe ce qui sort dans la presse, c'est peut-être aussi un moyen pour les Américains de mettre une pression supplémentaire sur les Ukrainiens. Oui. D'ajouter surtout que
Les Américains ont peut-être un schéma de promotion immobilière en tête, de quoi acquérir encore plus de richesses sur une thématique America First, mais ça n'arrêtera pas la guerre. Tant qu'ils ne mettront pas de force, de pression sur le Kremlin, la guerre continuera. Donc et s'ils ne voulaient pas, vous vous êtes pas posé la question ? Si cette administration-là, je ne vais pas parler des Américains, ne voulait pas, on pourrait peut-être poser la question. Ne le voulait pas. En tout cas, ça y ressemble fortement quand même. Hein. C'est compliqué de savoir ce qu'ils ont en tête. Il est possible qu'on soit au cœur du cynisme, mais il ne faut pas sous-estimer la vanité aussi de certains personnages de cette administration et de leur irénie, de leur hubris, de vouloir croire qu'ils peuvent encore imposer des choses au Kremlin. Et je pense que ça joue aussi dans l'équation. Ce qui est certain par rapport à la réunion de Londres qui va se transformer en réunion des conseillers, des Sherpas, on pourrait dire, c'est que les Américains ne veulent pas. Ils ne veulent pas d'un processus qui serait un processus un peu multilatéral, c'est-à-dire qui inclurait à chaque étape les Européens et les Ukrainiens. Ils n'en veulent pas depuis le début. Donc il y a eu cet épisode de Paris que les médias français, pardonnez-moi de prendre un peu de recul européen, ont décrit comme une victoire diplomatique de la France. C'est vrai que ça s'est passé à Paris et c'est important. Ça a consacré le rôle d'Emmanuel Macron. Mais ce qui s'est dit durant cette réunion, on n'en sait toujours rien. Et le ton de cette réunion, on n'en sait toujours rien non plus. On n'a pas eu, par exemple, des détails aussi précis que ce que sort le site Axios à propos du plan de paix américain. Donc ce que je veux dire, c'est que les États-Unis, de toute manière, veulent un deal direct avec Poutine, avalisé par l'Ukraine. C'est ça le scénario que depuis le début, Donald Trump a en tête.